spécialiste au sujet du cercle Proudhon? La version officielle, la doxa autour du cercle Proudhon, c'est de dire que c'est un cercle pré-fasciste. Euh, c'est une vision, en fait, dans les milieux intellectuels universitaires, au niveau des livres, des analyses historiques, on tombe très rapidement sur ce genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'autour du cercle Proudhon, finalement, il y a eu très peu d'écrits. Et les seuls qui l'ont mis en avant se sont malheureusement tournés vers ce genre d'analyse. Et le livre qui a remis le cercle, malheureusement, de cette manière-là, le cercle Proudhon au goût du jour, c'est le livre de Ziv Sternel, qui s'appelle La droite révolutionnaire, 1885-1914, les origines françaises du fascisme. Et dans cet ouvrage, qui a remplacé un petit peu dans la postérité les études de René Raymond sur les droites en France, malheureusement, l'historien israélien Ziv Sternel va, va faire une analyse qu'on pourrait appeler un petit peu une sorte de procès, voilà, autour du cercle Proudhon pour dire que c'est un cercle pré-fasciste. Alors on rentrera un petit peu dans les détails et les concepts dans les questions à venir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que rares ont été les historiens à vraiment reconnaître le cercle Proudhon en tant que tel. Et c'est assez facile finalement de démonter la thèse de Ziv Sternel, mais malheureusement, force est de constater que dans les milieux intellectuels et pour la postérité, pour le grand public, c'est ce genre d'analyse qui trône. Et il y a une réflexion, il faut se poser des questions. Pourquoi les gens qui démontent cette thèse ou qui ont des analyses autres et voire plus sérieuses sur le sujet ne sont pas mises en avant. Alors bon, le livre de Ziv Sternel, c'est vraiment la base et la somme autour du... Enfin, pas autour, pas autour que du cercle Proudhon, mais autour de ces idéologies-là, entre guillemets. D'autres personnes ont repris, donc je suis obligé de vous montrer le livre de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, qui est en fait vraiment puisque malheureusement je l'ai lu, et qui est vraiment c'est une reproduction du livre de Ziv Sternel, mais pour un public plus large, et encore plus, comment dire, poussé à l'extrême. C'est-à-dire que pour Bernard-Henri Lévy, le cercle Proudhon, ce n'est pas du pré-fascisme, c'est du pré-nazisme, carrément. Donc je vais pas vous infliger je le garde hein, pour peut-être des conférences. Mais c'est tellement fort que je l'ai reproduit dans la postface. La verve de BHL sur le cercle Proudhon, elle est assez croustillante. Voilà, donc je vous laisserai la découvrir. Bon, pour m'amuser, je vais vous montrer le petit bouquin de Frédéric Aziza. Je vous le montre parce que bon, on n'est pas vraiment dans le débat historique avec ce genre de choses, mais notre bon Frédéric cite les cahiers du cercle Proudhon, donc je me suis senti obligé d'en dire un mot. Et Frédéric Aziza, dans son talent, je vais être obligé de vous lire la phrase, va quand même dire que le cercle Proudhon, enfin, c'est même plus on n'est même plus dans la réflexion intellectuelle, c'est du brouillon intégral. Alors pour Frédéric Aziza, je vous lis, en fait en une phrase, il va réussir à dire trois énormités. Déjà dans l'entre-deux-guerres, les cahiers Joseph Proudhon avaient été, à l'instigation de Georges Valois, le lieu de création du fascisme à la française avec le faisceau, premier mouvement fasciste non italien. C'est-à-dire que déjà on ne comprend pas ce que veut dire cette phrase, c'est très mal tourné. Ensuite, c'est dans l'entre-deux-guerres, donc le cercle Proudhon c'est de 1911 à 1914, alors à moins que Frédéric Aziza nous parle d'autres guerres. Les cahiers Joseph Proudhon, donc ça ne s'intitule pas les cahiers Joseph Proudhon, ça s'intitule les cahiers du cercle Proudhon. Et à l'instigation de Georges Valois, oui, le lieu de création du fascisme à la française avec le faisceau, premier mouvement fasciste non italien. Alors le faisceau c'est créé par Georges Valois en 1925, mais je ne vois pas le rapport. Enfin,
le cercle Proudhon n'a jamais été le lieu de création du fascisme à la française. Mais c'est-à-dire que, en fait, par ce genre de processus, Ziff-Sternel, BHL, on en arrive à Frédéric Aziza, c'est-à-dire une sorte de confusion malhonnête poussée à l'extrême, qui fait que on est dans la condamnation immédiate et il n'y a plus l'anathème et il n'y a plus aucun raisonnement valable. On n'est plus du tout dans le concept. Pour les autres historiens qui ont parlé du cercle Proudhon, je peux citer aussi Robert Soucy, ou Robert Soucy, je ne sais pas, c'est à l'américaine. Donc un Américain qui a travaillé sur le fascisme français, une thématique malheureuse, souvent étudiée par des historiens étrangers. Et Robert Soucy, c'est pareil, il a une vue, je voudrais pas être trop méchant, mais il a une vue, on sent qu'il ne connaît pas la France, il a une vue américaine, et pour lui, la France c'est clairement la base de création du fascisme, la naissance du fascisme, c'est vraiment, pour lui, c'est en France, quoi. Donc il évoque rapidement le cercle Proudhon, mais finalement en marchant dans les traces de Ziff-Sternel. Pour les historiens un peu plus sérieux, un peu plus cotés, quand je me suis intéressé à tout ça, j'ai été un petit peu déçu déçu ou pas, de découvrir que Michel Vinocq, qui est une certaine sommité aussi dans toutes ces questions, fait un travail de la même manière que Pierre Milza, hein, fascisme français. Tous les deux, ils font un travail très ambigu, où ils ne souscrivent pas à la thèse de Ziff-Sternel, ils souscrivent pas à la méthode de Ziff-Sternel, tout en ne reniant pas ses conclusions, et en passant des pages et des pages, et vraiment des dizaines de pages à interpréter dans tous les sens, à donner du crédit à toutes ces thèses, et finalement on n'a plus le temps pour ça. Je dirais, malheureusement pour eux, à essayer de décrypter parce que dans le bouquin de Pierre Milza, on parle quand même de fascisme inconscient, de fascisme ignoré, enfin on en est au crime d'arrière-pensée, ce genre de choses. Et malheureusement, on n'a plus le temps pour ça, et ce ne sont pas ces gens-là qui ont remis le cercle Proudhon, qui l'ont jugé à sa juste valeur. Donc les seuls vraiment qui l'ont fait, je dirais que c'est effectivement Alain de Benoît, hein, en 2007, quand il a réédité les cahiers, il a remis ça, il a remis le cercle en avant, et il l'a bien fait. Je sais que René Raymond, donc, qui était le tenant on va dire un petit peu de l'histoire des droites, je sais qu'il a beaucoup critiqué Ziff-Sternel, pas spécifiquement sur le cercle Proudhon, mais c'était aussi au niveau de son... Peut-être que Ziff-Sternel marchait un petit peu sur ses plates-bandes, mais j'ai l'impression que René Raymond, qui est quand même une sommité, avait fait un travail assez honnête sur les droites françaises. Il n'était pas question de fascisme français ou de fascisme inconscient. Mais Ziff-Sternel est arrivé et a vraiment fouillé, à chercher la moindre bribe de pseudo-proto-crypto-fascisme, dans tout ce qui aurait pu de près ou de loin y ressembler dans sa conception. Et c'est ce genre d'analyses qui ont pris le devant sur René Raymond. Donc c'est pour ça qu'il a critiqué un petit peu, malheureusement, il a perdu un petit peu de sa postérité. Je cite aussi Shlomo Sand, qui, j'ai découvert ça dans les années 80, était un spécialiste, enfin c'est sûrement toujours un spécialiste, de Georges Sorel. Et il a lutté un petit peu devant cette ambiguïté, cette assimilation de Georges Sorel au fascisme. Voilà, donc il n'a pas défendu, personne n'a vraiment défendu le cercle Proudhon en tant que tel, mais ils ont lutté un petit peu quand même contre cette vision sternelienne. Et je sais que Jacques Julliard aussi s'était élevé un petit peu contre Ziff-Sternel, mais c'était il voulait pas qu'il y ait d'assimilation entre Georges Sorel et la CGT. Donc c'est pas non plus une grosse remise en question. Donc la version officielle autour du cercle Proudhon, c'est de dire que c'est un cercle pré-fasciste. C'est facilement démontable. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette version demeure. Le cercle Proudhon est-il un pré-fascisme? Eh bien, dans le mémoire, effectivement, j'ai démonté
j'ai essayé de démonter la thèse de Ziv Sternel comment dire, cet amalgame, entre guillemets, avec le préfascisme, même cette pétition de principe. Déjà, je voudrais dire que finalement, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, c'est plutôt bon signe qu'on assimile le cercle Proudhon à quelque chose de fasciste, pré-fasciste, nazi, pré-nazi. Donc ça, c'est pour les gens qui ont un peu de bouteille, comme on dit. Et puis sinon, vraiment au niveau comment dire, de la thèse et de l'analyse et des concepts en jeu, et puis enfin, au niveau du démontage de cette théorie, je dois préciser que Ziv Sternel fait vraiment un travail confus. Les reproches qu'on peut lui faire, c'est que c'est du confusionnisme, c'est de l'anachronisme, c'est de la systématicité, c'est-à-dire que voilà, c'est un procès, de l'espèce de crime inconscient, pré-crime. C'est un peu de la science-fiction en fait, moi, quand je lis le bouquin de Ziv Sternel. Donc ça ne me convainc pas du tout. C'est-à-dire que pour Ziv Sternel, donc pour résumer, le fascisme est une invention française, puisqu'il fait remonter ça jusqu'à Barès, hein, à peu près. Donc Barès fasciste, à l'époque il ne devait pas du tout savoir ce que c'était le fascisme, hein, mais bon. Et pour lui, le fascisme mussolinien, c'est la répétition du cercle Proudhon. Donc voilà, c'était une petite répétition de cercle Proudhon avant la grande représentation mussolinienne. Donc voilà, c'est la grande thèse du fascisme français. Donc nous, les Français, nous serions la thèse un petit peu inconsciente, entre les lignes, mais finalement pas tant que ça, plutôt assez évidente, bien reprise. C'est bien, c'est intéressant de lire le BHL pour mettre en relief. Hein, comment dire, c'est une mise à plat, c'est mise en perspective assez intéressante. Donc c'est vraiment de nous démontrer que nous, les Français, nous serions finalement inconsciemment, consubstantiellement fascistes. Hein, ça fait partie de notre être politique d'une certaine manière. C'est-à-dire que on aurait la France aurait en elle cette espèce de déviance mi-nationaliste, mi-socialiste, révisionniste, comme ils disent, révisionnisme du socialisme, parce que pour eux, il y a un espèce de bon socialisme, pardon, c'est qui serait un socialisme, finalement, quand on le regarde, un socialisme mou, une espèce de socialisme libéral, quelque chose qui n'est plus du socialisme, en fait. Donc, et dès qu'on pousse un petit peu plus loin, donc tout ce qui est syndicalisme révolutionnaire, c'est pas la peine, hein. Dans les théories de Ziv Sternel et compagnie, c'est tout de suite, on est tout de suite dans l'orientation fasciste, autoritaire, tout ce qu'on veut, quoi. Et par ce genre de rhétorique, finalement, j'exagère pas du tout, hein, tout ce qui est antilibéral, antimatérialiste, tout ce qui est anticapitaliste, tout ce qui est un peu critique, finalement, c'est tout de suite le tabou est mis. Et malheureusement, c'est ce genre de travaux, c'est vraiment pour mettre un espèce de un verrou autour d'une articulation, une articulation qui nous est interdite. Euh, l'articulation du national et du social, mais quelles qu'en soient ses formes en fait, parce que le national-socialisme, enfin le nazi, c'est très bien, c'est quelque chose. Le fascisme, ok, super, c'est quelque chose aussi, mais bon, toutes les articulations du national et du social ne donnent pas forcément, déjà de quel national on parle, de quel social, de quelle forme de national on parle, de quelle forme de social on parle, et qu'est-ce que ça donne, dans quel contexte, à quel moment, quelle personne, sous quelle forme. C'est-à-dire que la théorie de Ziv Sternel, c'est vraiment quelque chose de général, de anti-particularisme, qui nie les cultures, qui nie les aventures, enfin les trajectoires un peu de certaines personnes, voilà, de certains contextes, certaines expériences. Si on poussait vraiment très loin, enfin si on poussait un petit peu plus loin dans les théories du complot, malheureusement quand on lit ce genre de choses avec d'autres lectures à côté, on se demande vraiment
si le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, cette espèce de masse informe comme ça, enfin, de désindividualisés, d'individus désindividualisés, on a l'impression, on rêve pas en fait, on a l'impression que c'est vraiment ça le projet, parce que la démonstration effectuée dans ces ouvrages n'est pas convaincante à mon goût. Donc sur le fascisme, sur le pré-fascisme à proprement parler, pour le pré-fascisme du cercle Proudhon, c'est-à-dire que Ziv Sternel ne prend évidemment pas en compte que le fascisme, c'est une expérience mussolinienne, italienne mussolinienne, à une période bien précise. C'est-à-dire que c'est vraiment la période, c'est en Italie à partir de 1922. Le fascisme, c'est ça. Le fascisme, ça ne peut pas être autre chose que ça. Euh, donc tout ce qui est pré-fasciste ou post-fasciste ou je ne sais quoi, c'est déjà difficilement défendable au niveau du raisonnement historique sérieux. Donc ça, c'est pour l'anachronisme. Ensuite, dans cette espèce de question du fascisme français, Ziv Sternel ne prend... Enfin, c'est-à-dire que pour lui, le fascisme naîtrait en France par le fascisme italien s'inspirerait de l'expérience fasciste française par cette espèce de conjonction entre certains nationalistes et certains syndicalistes. Mais c'est-à-dire que pour lui, le fascisme, c'est une idée comme ça qui se crée et qui se transpose d'un pays à l'autre. Enfin, je veux dire, dans sa démonstration, il prend jamais en cause, en compte, le fait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Parce que je veux dire, entre l'expérience du cercle Proudhon de 1911 à 1914, qui touche 600 personnes en France à un moment donné, et le fascisme mussolinien étatique, il y a quand même une marge, et puis il y a quand même des facteurs qui... C'est pas Mussolini qui s'est dit waouh, j'ai lu le cercle Proudhon, ça y est, je vais faire un fascisme, et puis tous les Italiens vont me suivre. Je veux dire, la Première Guerre mondiale, c'est quand même, entre autres, c'est quand même un facteur déterminant. Mais pour tout ça, dans la démonstration de Ziv Sternel, ça n'existe pas. Voilà, il y a une espèce de suite un peu larvée dans l'inconscient des masses, hein, qui serait attirée un petit peu vers ce genre de totalitarisme, qui est une thèse, c'est la thèse de BHL, c'est la thèse finalement de plein de gens, c'est peut-être la thèse de Jacques Attali, c'est une thèse qui a été développée chez Hannah Arendt, et moi je trouve que c'est quelque chose de très dangereux et qu'il faut combattre, donc j'espère que c'est ce que je fais, et c'est ce qu'on fait tous avec ER, et c'est ce qu'on découvre en lisant les cahiers du cercle Proudhon. Donc voilà, pour Ziv Sternel, tout ce qui a une articulation dès qu'il y a une morale, dès qu'il y a une sorte d'anticapitalisme dans un cadre national, de toute manière, c'est du fascisme, du pré-fascisme, tout ça. Donc ouais, vous voyez la démonstration, le cercle Proudhon est quelque chose de pré-fascisme, de pré-fasciste. Donc voilà, je pense que tout ça c'est assez clair, et puis les gens se feront une idée en lisant. Comment se présentent les membres du cercle Proudhon? Ben, les membres du cercle Proudhon ne se présentent évidemment pas comme des fascistes ou des pré-fascistes. Euh, ils se présentent, pour répondre simplement, ils se présentent comme des patriotes. Voilà, simplement. Ils acquiescent qu'effectivement, il y en a qui viennent du nationalisme et il y en a qui viennent du syndicalisme et qui ne sont pas forcément des nationalistes, mais parce qu'il y a une distinction entre nationalisme et patriotisme, mais ils se définissent tous comme des patriotes voilà, de culture française, de tradition française. Après, des détails enfin, des détails qui n'en sont pas, mais des choses que j'ai déjà évoquées, ils se présentent comme des antidémocrates, ça c'est clair et net. Des anticapitalistes, hein, c'est dans les textes aussi, il faut lire l'article un des premiers articles de Georges Valois, dans les cahiers. Anticapitaliste dans le sens où c'est la lutte ils appellent ça eux la lutte du sang contre l'or. Voilà. Donc c'est ce genre de précision. Et oui, les membres du cercle se présentent comme des patriotes qui travaillent à l'intérêt national et qui veulent abattre la démocratie bourgeoise, simplement.
Quels ont été les rapports des acteurs du cercle Proudhon avec le fascisme? C'est vrai que c'est une question intéressante et peut-être primordiale pour le déblayage et la compréhension a posteriori des, des gens qui s'intéressent à ça. Euh, je- donc déjà, ça, je vais pas évoquer tous les membres du cercle Proudhon, mais il faut dire qu'avec la Première Guerre mondiale, ça a déjà fait un petit peu le tri, parce que malheureusement, Henri Lagrange et d'autres vont disparaître, enfin vont périr pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, pour prendre les protagonistes majeurs, en fait, je vais parler des cas de Berthe et de Valois, je vais évoquer aussi Maurras et Sorel. Le rapport avec le fascisme, ça sera plus intéressant et plus constructif. Donc, pour prendre au cas par cas, Georges Sorel, de toute manière, il va décéder en 1922, et le fascisme mussolinien débute grosso modo, enfin c'est l'avènement en 1921. Donc, il n'a pas vraiment de rapport, il n'a pas le temps de voir l'arrivée au pouvoir et l'évolution du fascisme mussolinien. On trouve, alors Georges Sorel c'est intéressant parce qu'on en fait l'inspirateur, du fascisme, un des théoriciens ou un des inspirateurs, donc c'est quand même, c'est relativement, c'est vrai que Mussolini s'en est un petit peu revendiqué, c'est relativement vrai, relativement faux. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de syndicalisme révolutionnaire dans le fascisme, mais tous les syndicalistes révolutionnaires n'ont pas suivi Mussolini. Et le fascisme mussolinien, ce n'est pas que du syndicalisme révolutionnaire, et ce n'est pas du syndicalisme révolutionnaire au sens où l'entendait Sorel. Mais il y a il y a cette dimension sociale, oui, dans le fascisme, ce qui fait que le fascisme, on- c'est souvent quelque chose qu'on peut assimiler à quelque chose de gauche finalement. Mais donc Sorel, on trouve pas d'écrit de lui à proprement parler ou très peu sur le fascisme. Il n'aura pas le temps de voir, mais de toute manière, il aurait été, je pense, enfin, a priori très peu enthousiaste par cette aventure. De toute manière, on peut se fier à Édouard Berthe, qui est vraiment son disciple et son continuateur. Et Édouard Berthe, lui, aura le temps de voir l'expérience fasciste, ce que ça va donner. Édouard Berthe est très, très hostile au fascisme et très critique vis-à-vis de Mussolini. Il trouve que c'est quelqu'un de bourru un petit peu, et puis surtout au niveau enfin si vraiment on parle au niveau des concepts, il va très bien identifier que le fascisme, c'est quand même une forme étatique très poussée, et c'est finalement à l'opposé de ce que prône le syndicalisme révolutionnaire et ce que prônait le cercle Proudhon. C'est-à-dire que au cercle Proudhon, on prônait quand même un équilibre entre, entre un roi et les corps sociaux, quoi. Alors que dans le fascisme, finalement, tout ça, il y a pas d'équilibre, hein. Il y a vraiment une hiérarchie, tout ça est dissous sous la figure du duce, du maître, quoi. Donc, à la même période, je dois préciser à la même période que Berthe, pas du tout, enfin plutôt hostile au fascisme, mais plutôt enthousiasme vis-à-vis de Lénine. Mais c'est pareil, ça va évoluer. Alors que, à contrario, Valois, très hostile à Lénine et au communisme, puisque la révolution de 17, mais très enthousiaste pendant une période par le fascisme italien. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et en fait, quand on va jusqu'au bout de leurs écrits, Berthe et Valois n'ont de cesse de faire leur autocritique. Et en fin de compte, ils reviendront sur toutes ces expériences. Et il y a une très belle lettre que Valois adresse à Berthe, un petit peu au bout du compte, en lui disant bon, bah, je me suis fourvoyé avec le fascisme. Et vous, Berthe, vous vous êtes fourvoyé avec Lénine. Et finalement,
finalement c'est encore la plutocratie qui l'emporte et voilà, il faut continuer le combat. Ils reviennent un petit peu à leur base et à leur union un petit peu perdue. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant de connaître ça. Pour Valois, donc, c'est la question un petit peu difficile, puisque Valois, lui, effectivement, va se revendiquer une année durant du fascisme italien. Donc, c'est-à-dire que c'est le premier, c'est le créateur du faisceau, le premier et seul parti fasciste français. En 1925, ça dure de 1925 à 1926. Parce qu'on entend souvent dire que ça dure 3 ans. J'ai revérifié, l'aventure du faisceau ne dure qu'un an pour Valois, et d'une manière un petit peu malhonnête, on dit souvent que ça dure 3 ans, alors que c'est la revue. Il avait lancé une revue en même temps que le lancement du faisceau. C'est la revue qui va vivre 3 ans. Mais voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est ce genre d'amalgame qui fait que c'est pour nous dire, waouh, Valois, il a duré 3 ans de fascisme, alors que c'est pas du tout ça. En vérité, c'est une expérience plutôt éphémère. Donc pour Valois, lui, c'est effectivement revendiqué du fascisme. Ça n'a pas duré longtemps. Il en a vite fait une critique. À l'époque, il était enthousiaste parce que pour lui, le fascisme, c'était une sorte de national-populisme avec un degré militariste qui n'était pas pour lui déplaire. Mais il va vite déchanter et il dénoncera le fascisme comme quelque chose d'étatique et de réactionnaire finalement. Donc, et à la solde de ce qu'ils appellent la plutocratie et la bourgeoisie cosmopolite internationale. Donc, et puis Valois va quand même retourner après vers le syndicalisme et enfin, va quand même mourir, s'engager dans la résistance, hein, donc d'une certaine manière une forme d'antifascisme, et il est mort pour la France. Hein. Georges Valois est mort dans les camps, mort pour la France. Et il est même, et oui, petite précision, il a même été décoré de la Croix de la Guerre et de la Légion d'honneur après la guerre de 14-18. Donc pour décorer pour son courage, alors qu'à la base il était juste soldat, voilà, engagé soldat. Donc, c'est quelqu'un qui a démontré son courage dans les faits, dans les combats, et qui mérite, qui a mérité sa Légion d'honneur de 1918, et qui valait certainement beaucoup plus que nos Légions d'honneur d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas Danny Boone. Pour Maurras, c'est intéressant la vision de Maurras vis-à-vis du fascisme. C'est-à-dire que, en fait, il y a une vision. Les militants de l'Action française sont impressionnés par le fascisme, c'est-à-dire qu'ils sont impressionnés dans le sens où, par sa capacité à détruire l'ordre démocratique assez rapidement. Et ça plaît aux Maurassiens, cette manière, cette action, quoi, de dire c'est possible, ils l'ont fait, ils ont mis à bas, mis en branle la démocratie libérale. Donc ils sont impressionnés par ça. Malgré tout, donc ça c'est le premier stade. Malgré tout, Maurras c'est quand même pas mal de réticence vis-à-vis de Mussolini. Il va essayer de le rencontrer. Et je ne crois pas que ça. Il essaye de se rapprocher de lui, je ne crois pas que ça donne quelque chose. Mais la vision qu'il avait, en fait, c'était une vision au niveau européen, c'est-à-dire qu'il voulait endiguer le possible rapprochement de l'Italie avec l'Allemagne. Parce que Maurras, c'est un anti-germaniste rabique, et il avait en horreur le fait que l'Allemagne puisse prendre de la puissance et empiéter sur la France. Et il voulait absolument il voulait éviter le lien de l'Allemagne et de l'Italie, et lui il voulait créer une relation entre les pays latins, voilà, les pays latins catholiques. Donc il était un peu enthousiaste vis-à-vis de Mussolini, il avait aussi en même temps des réticences vis-à-vis du personnage et vis-à-vis de la dérive un petit peu étatique du fascisme.
Et pour des questions un petit peu géopolitiques, il a essayé de se rapprocher. Et puis finalement, ils ont été trop, l'action française, ils ont ménagé un petit peu l'Italie, ils faisaient pas trop de critiques à ce niveau-là. Et puis malheureusement pour Maurras, ça s'est un petit peu retourné contre lui. Donc les membres du cercle Proudhon, là j'ai évoqué les figures les plus éminentes, les membres du cercle Proudhon vis-à-vis du fascisme, puisque c'est la question, ont été tous un petit peu au début impressionnés par le fait que le fascisme démembre entre guillemets la démocratie libérale, mais ils se sont tous rendus compte à un moment ou à un autre, plus tôt, plus tard, pour telle ou telle raison, que le fascisme c'était quelque chose d'ultra-étatique d'une certaine manière, et que c'était à l'opposé de la conception qu'ils avaient au cercle Proudhon, ou même finalement chacun de leur côté, puisque c'était une conception de l'État qui était ou qui est devenu totalitaire, et qu'on ne peut pas confondre finalement avec le nationalisme intégral de Maurras, par exemple, qui est plutôt une sorte de liberté pour les groupes, pour les corps sociaux, et voilà, d'équilibre, d'indépendance, de relation entre le haut et le bas. Et, et plus après se sont rajoutées, par exemple pour Maurras, les questions internationales. Donc je pense que j'ai fait le tour des liens des protagonistes du cercle Proudhon avec le fascisme.